La prospérité agricole a permis à la population générale d'augmenter, mais elle a permis également de nourrir les habitants des villes qui se développent pour le commerce. En réalité, entre agriculture, industrie et commerce, la prospérité va ensemble. Au XIIe siècle, la France était le pays le plus peuplé d'Europe, et d'ailleurs elle va le demeurer jusqu'à la veille de la Révolution de 1789. Toutefois, elle ne compte à l'époque que 10 ou 11 millions d'habitants. Malgré tout, on continuait de défricher les forêts car on craignait les famines. Toutefois, à partir du XIe siècle, la population recommence à augmenter lentement. Et c'est un signe de prospérité. À des époques où on n'a pas de statistiques, on essaie de mesurer la hausse de la population. Si la population augmente, c'est que la prospérité augmente. Ce qui est le cas au XIIe siècle, et le sera encore plus au XIIIe siècle, le siècle de Saint-Louis, qui sera aussi une période d'optimum climatique. Le climat est plus chaud qu'aujourd'hui, et cela favorise l'agriculture. Cette augmentation de la population s'accompagne de progrès dans les techniques agricoles. Ainsi, la faux remplace la faucille, ce qui rend les moissons plus rapides. La charrue à soc métallique a aussi remplacé l'arrière qui était entièrement en bois. Et enfin, le collier d'épaule permet aux chevaux de traîner des charges plus lourdes et notamment de labourer. Auparavant, ils avaient un harnachement qui faisait qu'ils tiraient par le cou et ils avaient donc beaucoup moins de puissance. On peut donc désormais cultiver des surfaces de plus en plus grandes et par conséquent nourrir les habitants des villes qui, eux, ont beaucoup de mal à pratiquer l'agriculture comme on le devine. Mais en échange, les villes enrichissent la campagne car une grande partie des matières premières de l'industrie sont des produits agricoles. La laine, le lin ou le chanvre, par exemple, qui servent à faire des étoffes. Et puis les habitants des villes, les riches marchands sont consommateurs de produits raffinés, en premier rang desquels, bien sûr, le vin. Et pour échanger toutes ces marchandises, des marchés apparaissent à l'entrée des villes. Seulement les villes avaient beaucoup décliné, et de plus, à cause des invasions, elles s'étaient entourées de remparts. Par conséquent, ces marchés se tiennent en dehors des villes, mais peu à peu, des quartiers apparaissent eux aussi hors les murs. C'est ce qu'on appelle les faubourgs. Il y a le vrai bourg à l'intérieur des remparts et le faubourg à côté. Toutefois, le territoire des villes et les terres sur lesquelles elles s'agrandissent sont toujours soumis à des droits seigneuriaux. C'est le seigneur du lieu qui rend la justice, qui perçoit des taxes et qui exerce certains droits dont certains deviennent mal adaptés aux habitants des villes, notamment la corvée. Les commerçants et surtout les riches marchands n'ont pas beaucoup le loisir d'aller réparer les routes ou remettre les tuiles sur les toits du château le plus proche. Et de plus, certains seigneurs abusent de ces droits, convoitent la richesse des marchands et quelquefois les pillent plus ou moins. C'est pourquoi les marchands s'organisent, ils forment des guildes. La plus grande, à l'échelle internationale, c'est la Hanse, la Ligue hanséatique au bord de la Baltique. Ces guildes ont pour mission de protéger les marchands, ainsi que de faire qu'ils se concertent entre eux. Ils s'arrangent pour coordonner le transport des marchandises, pour les protéger des brigands, et pour se défendre contre les appétits fiscaux des seigneurs. Et de fil en aiguille, ils furent désireux de s'administrer par eux-mêmes. Et ils formèrent des communes, qui cherchèrent à obtenir des chartes, c'est-à-dire des documents qui fixent leurs droits et ceux du seigneur, et leur garantissent en l'occurrence des franchises, les dispensent de certaines obligations féodales. Et un certain nombre de villes d'ailleurs portent le nom de Villefranche. Parfois il y eut même des émeutes pour réclamer ces franchises et ces chartes, mais d'autres fois les seigneurs les accordaient de leur plein gré, parce qu'ils étaient conscients que la présence d'une ville enrichissait tout le pays alentour. Et puis quelquefois aussi ils accordèrent ces franchises et ces chartes contre de l'argent. Une fois que les bourgeois des villes avaient obtenu des chartes et des franchises, ils s'organisaient en élisant des magistrats pour les gouverner, qu'on appelait les échevins. Mais en Provence, on les appelait les consuls, ou à Toulouse, on les appelait les capitouls. Et puis ils se dotaient d'un maire, on appelait le prévôt des marchands, à Lyon et à Paris par exemple, ce qui montre bien que ce sont les marchands qui gouvernent la ville et non pas tous les habitants. En Flandre, on les appelle le bourgmestre, en Picardie, on les appelle le mailleur. Et en Provence, le premier consul. Ces maires et ces échevins se chargeaient de lever des impôts. Ils avaient besoin pour entretenir les rues de la ville et accomplir certaines tâches, comme par exemple garder les portes de la ville ou aussi faire le guet la nuit. Vous connaissez tous la petite chanson « Qu'est-ce qui passe ici si tard, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce qui passe ici si tard, guet, guet, dessus le quai? C'est le chevalier du guet, compagnon de la Marjolaine. C'est le chevalier du guet, 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 dessus le quai. » Et le guet, c'est une petite troupe qui est chargée de surveiller la ville, notamment pendant la nuit, pour protéger les habitants non seulement des voleurs, mais aussi de l'incendie, qui est un danger extrêmement redoutable pour les villes, qui sont construites en grande partie en bois.
Comme on se chauffe avec du feu, qu'on fait la cuisine avec du feu et qu'on s'éclaire avec des chandelles, eh bien l'incendie est un danger extrêmement redoutable. Il n'est pas recommandé de lire la nuit sous ses draps. Et puis les échevins s'occupent aussi de veiller à l'honnêteté des transactions, qui est tout à fait nécessaire au commerce, et notamment ils vérifient les poids et mesures, que les balances faussées ne grugent pas le client. Et les villes entourées de remparts, et qui entretiennent des hommes pour les garder, sont capables de se défendre elles-mêmes. Néanmoins, elles gardent des obligations à l'intérieur du système féodal. Et notamment, elles sont tenues de fournir au roi, en cas de guerre, un contingent de milices. C'est ce qui s'est passé en 1214 lors de la bataille de Bouvines. Et les échevins se réunissent à l'hôtel de ville. C'est là aussi que se tiennent les audiences des tribunaux, qui jugent notamment les affaires de commerce. Et puis, dans les sous-sols se trouve une prison, qui dit justice, dit prison. Et le beffroi qui s'élève au-dessus de l'hôtel de ville, et dont la cloche sonne, manifeste la fierté de la ville, qui a d'ailleurs son propre blason. Et à l'intérieur de la ville, les corporations s'organisent, elles ont également leur blason, elles ont aussi leur saint patron qu'elles honorent lors de processions. Et naturellement, les villes les plus prospères et donc les plus belles seront surtout en Flandre et en Italie du Nord, les deux pôles économiques de l'Europe.